Bonjour, Amelia. Euh, ok. Bonjour à tous et toutes. Du coup, je pense que certains et certaines d'entre vous étaient là déjà hier, vu que les modules se succèdent, et je vous remercie. Euh, à nouveau, pour celles et ceux qui n'étaient pas là peut-être hier, je vais me représenter. On va passer euh, plus une heure trente ensemble. Et moi, je m'appelle Ronan Lucas. Je suis chargé de projet pour un réseau méditerranéen qui s'appelle le réseau Méditerranée Nouvelle Chance, qui travaille avec des organisations, des associations notamment et des réseaux au Maroc, en Tunisie, dans 10 pays de la Méditerranée, que ce soit du nord ou du sud de la Méditerranée. Et j'anime du coup cette formation aujourd'hui sur ce module en qualité aussi d'opérateur. En fait, notre réseau opère un appel à projet qui s'appelle le JMED, donc Jeunesse en Méditerranée. Et voilà, c'est pour ça que durant le module de la formation, je vais faire des références par rapport aussi à mon expérience en tant qu'évaluateur de projet qui reçoit des initiatives et des propositions de projet. Donc, voilà, je pourrais aussi vous partager un peu mon regard. L'objectif de ce module, c'est bien, donc il y aura trois parties. Il y aura une partie introductive sur qu'est-ce qu'on entend comme les projets. Quand on parle de projet, qu'est-ce que c'est? La définition, le cycle de vie, les fondamentaux, hein, ça c'est important, même si je pense que beaucoup d'entre vous du coup, les maîtrisent déjà, mais voilà, un petit rappel, c'est toujours opportun. Ensuite, on ira plutôt sur des outils qui permettent de bien structurer et, euh, et un peu les étapes dans la réflexion de mission, comment on fait. Alors, je sais que vous avez aussi là, toutes et tous, une certaine expérience à ce sujet, mais voilà, c'est bien aussi de reprendre ça. Ensuite, on ira aussi sur les outils plutôt pratiques, le cadre logique, voilà, qui fait peur parfois. Ce cadre qui est, on verra, un outil pertinent et qui permet voilà, de fédérer, de travailler tous ensemble autour d'un projet. Euh, voilà, et aussi on verra plus la définition, la théorie du changement, mais c'est plus non pas seulement une définition, mais plus voilà, comment on adopte collectivement dans nos structures, dans les associations pour lesquelles on travaille, comment on adopte cette théorie du changement. Donc, tout un programme qui va durer à peu près, comme je disais, une heure et demie. Voilà, et j'essaierai aussi, voilà, vu qu'on n'est pas nombreux, enfin, on n'est pas un grand nombre, voilà, n'hésitez pas à lever la main, même à prendre la parole. Plutôt à la fin de chaque partie, mais en tout cas, j'essaierai du moins de vous inciter à apprendre par et à partager votre expérience et peut-être des bonnes pratiques aussi. Ça, c'est intéressant. Alors, ouais, j'ai déjà parlé des clans du module. Alors, on va commencer par l'introduction au project design. Donc, comment. C'est un problème de réseau. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Et bon, j'espère que ça fonctionne bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Bon, j'espère que ça Oui, oui. fonctionne. Je regarde dans le chat. Ok, super. Très bien. Je poursuis donc. Ouais, j'ai une connexion qui est un peu. Ok, super. Merci. Désolé, j'ai une connexion un peu qui est capricieuse aujourd'hui.
Base de base, hein, qu'est-ce qu'un projet? Un projet est une démarche, on va dire, voilà, comme c'est écrit sur le slide, une démarche structurée et temporaire pour répondre à des besoins qui sont précis. Donc, petite nuance quand même, qu'est-ce qu'un projet? Il y a un caractère de temporalité. On verra, dans un projet, il y a toujours un début et une fin, même si dans l'expérience, il peut y avoir une suite de projets quand on veut aller plus loin ou ça va être un problème, ça coupe. Me revoilà, désolé, ça coupe. Il y a aussi des objectifs spécifiques donc, et mesurables, des ressources qui sont allouées, donc on va voir tout ça après. Et bien sûr, le projet s'inscrit dans une organisation qui est dédiée, qui est identifiable, hein, puisque quand vous postulez un appel à projet, on vous demande le nom de votre association, la ville, la localité, la zone d'intervention, etc., etc. Alors, on poursuit dans qu'est-ce qu'un projet? Un projet doit être smart. Alors ça, peut-être, vous l'avez déjà entendu. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, il y a une délimitation de temps. Il s'inscrit dans le temps avec des ressources allouées, par exemple 100 000 euros financés par l'Union européenne, etc. Des bureaux, une équipe dédiée, un chargé de projet, un coordinateur, etc. L'organisation dédiée, c'est plus aussi les rôles que chacun va intervenir. C'est dans notre organisation, mais c'est aussi avec les partenaires clairs entre une date, janvier 2024, voilà, par exemple, décembre 2027. Euh, C'est quoi? Ok, super. Désolé pour cette. Donc, j'ai changé de connexion, donc normalement, ça va fonctionner là maintenant. J'avais vraiment un gros problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, super. Merci. Oui, on entend. Super. Ok. Désolé pour ça. Donc voilà, on va retourner sur plutôt un cas concret là, que je vous présente. C'est un projet qui a lieu au Sénégal et qui a pour but donc l'amélioration de la productivité agricole à Thiès au Sénégal par la formation technique agricole.
logique. Hop, j'accepte les gens. Donc, on a bien dans ce projet une durée de 2 ans, de janvier 2024 à décembre, par exemple, 2025. On a aussi des ressources qui sont allouées, on le voit, hein, il y a un budget de 100 000 euros qui sera financé par l'Union européenne, par exemple. On a une équipe dédiée, on a un coordinateur, 3 agronomes, etc., etc. Et également, du coup, des résultats attendus, hein. On a 500, la formation de 500 agriculteurs donc, qui seront formés aux techniques agroécologiques. Et Désolé, je crois qu'il a un souci de connexion, donc il va revenir dans un instant. est-ce que là, vous m'entendez? Désolé. Oui, ça va. Ouais. On vous Ok. entend. Désolé, hein, merci pour votre patience. Euh, pour revenir, ouais, on a une connexion qui n'est pas très bonne, mais là, j'espère que ça va être plus stable. Désolé encore. Revenons à notre exemple concret. C'est pas facile pour vous non plus et bon, pour moi aussi. Voilà, ce que je disais, c'est que voilà, dans cet exemple-là précis, on a tout est indiqué, en tout cas pour faire de cette proposition un bon projet. Il y a la durée, les objectifs, le budget, les équipes qui sont déjà prévues, etc. Toutefois, voilà, il y a peut-être des erreurs qu'il faut et que je vois en recevant aussi des propositions de projet, de ne pas confondre activité et objectif. C'est-à-dire, là, par exemple, le fait de la formation des agriculteurs, des 500 agriculteurs, là, c'est pas un objectif, par exemple. Voilà, c'est plutôt une activité qui est proposée dans ce cadre de ce projet, quoi. Là, du coup, ce qui serait un objectif, c'est peut-être augmenter, par exemple, de 30% le rendement des récoltes de cette ville. Voilà, ça serait voilà. Et peut-être ou renforcer, pour aller plus loin, les capacités de 500 agriculteurs à travers 10 sessions de formation dans le but d'augmenter le rendement de la production agricole de 30% sur la ville de Thiès. Souvent, les erreurs que je vois, c'est non pas plutôt les objectifs en activité, mais plus le manque de verbe d'action. Donc, par exemple, former ou renforcer ou sensibiliser. Donc, ça, c'est vraiment voilà, des verbes d'action et dont on voit l'objectif en plus, mais aussi donner des indicateurs. On va former combien de personnes, on va faire combien de sessions de formation, etc., etc. Donc, essayer de bien préciser, en tout cas, l'objectif qui est l'objectif global. L'objectif global, c'est plus un objectif qu'on veut atteindre à la fin de ces 2 ans.
Donc, voilà, essayer de bien écrire l'objectif principal. Donc ça, on le verra tout à l'heure, c'est une étape qui intervient dans le process de project design, mais voilà. C'est une erreur qui arrive souvent. Ok, ça a l'air d'être stable en tout cas, la connexion. Je croise les sous du bois. Est-ce que déjà il y a des questions sur cette définition? Bon, là c'est plus de la définition et une remise en contextualisation de qu'est-ce qu'un projet. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non, ça va. Bon, après c'est des définitions, c'est pas. Donc, la partie 2, là, on va plutôt parler des outils de conception. Des outils, ça peut être aussi appelé des étapes clés de la conception d'un projet. Et pour celui qu'on préfère tous, c'est la première étape, et je vais insister beaucoup là-dessus, c'est bien sûr le diagnostic partagé. Dans le sens aussi où, comme je vous le disais, je suis évaluateur de projet et je vois souvent. Alors, excusez-moi. Ouais. Ok, bah on en parlera tout à l'heure. Je garde en chat, mais n'hésitez pas en tout cas à partager des choses dans le chat, donc ça a marché. C'est une étape, comme je disais, le diagnostic partagé, qui est parfois, souvent, négligé, non pas dans le sens où les candidats ou même voilà, dans les organisations qui proposent des projets, on ne connaît pas bien, on n'a pas l'expertise de son territoire et on sait tous voilà, plus ou moins quelles sont les difficultés, en tout cas sur des thématiques, sur des cibles, ça on le sait. Mais là, ça va plus loin que de savoir quels sont les problèmes qu'on a identifiés, c'est d'aller vérifier ces problèmes. Donc ça, c'est voilà, qu'est-ce qu'un diagnostic on l'appelle partagé parce qu'un diagnostic ne se fait pas tout seul devant son PC. Donc c'est souvent, voilà, comme je disais, la définition oubliée ou négligée, donc, mais il permet d'analyser vraiment les besoins impliquant toutes les parties prenantes pour définir un problème central. Hier, on en parlait encore sur un projet où une personne me disait, oui, mais on propose des projets, par exemple dans l'agriculture, je ne sais plus si c'était exactement ça, mais en tout cas, ils disaient, mais on veut le faire pour les femmes et accompagner des femmes sur voilà, l'accès à l'activité, à la création d'activités, mais elles ne viennent pas. Et du coup, voilà, c'est peut-être aussi vérifier qu'il y a bien sûr ce besoin de création d'activité ou d'insertion socio-professionnelle des femmes dans un endroit, dans un village ou un périmètre défini. Mais c'est aussi peut-être aller les voir et du coup, si on cible ces femmes et qu'on sait que par expérience, elles ne viennent pas ou ça ne fonctionne pas, c'est tout bêtement voilà, aller les voir et réaliser des entretiens avec ces cibles, ces futures potentielles cibles, et leur demander simplement quels sont leurs freins, qu'est-ce qui les intéresserait si on met en place ce projet, qu'est-ce qui serait une limite à leur participation et qu'est-ce qui ferait qu'elles pourraient davantage participer. Donc ça, c'est voilà, c'est pour ça que c'est très important de réaliser ce diagnostic approfondi. Et pour ce faire, donc, bien sûr, identifier les sources disponibles, donc les acteurs, les infrastructures, des données aussi. En fait, quand on écrit un projet, il faut se mettre aussi dans la peau un peu comme un chercheur. C'est-à-dire que vous allez aller à la recherche de données, de ressources, voilà, soit étatiques, soit d'instituts, peut-être aussi même plus largement de la Banque mondiale. Enfin voilà, en tout cas, chercher des données
parce que c'est ce qui manque, en tout cas dans les propositions que nous recevons. Souvent, les bailleurs, on a le contexte en règle générale, mais on a peu de chiffres. Par exemple, là, si on prend un exemple sur les femmes, le taux d'activité, bah voilà, déjà, quel est le taux d'activité des femmes dans mon territoire? Quel est le chômage, le taux de chômage? Enfin, voilà, il faut quand même un minimum donner des données et de contextualiser votre projet et de partager cette contextualisation aux bailleurs, aux futurs potentiels bailleurs qui va financer ensuite votre projet. Voilà, moi, c'est ce qui manque souvent. Et bien sûr, un projet, on ne le fait pas tout seul, donc il y a une approche territoriale en partenariat et un projet qui est co-construit dès le départ et qui implique plusieurs partenaires locaux, qui soient associatifs, mais aussi peut-être des autorités locales, des institutions locales. Ça donne vraiment plus de crédit et plus d'assises à votre projet. Et l'évaluateur, ça c'est le regard qu'on va avoir pendant tout ce module, c'est de se dire, bah voilà, l'évaluateur aussi, il va se dire, ah, cette association, elle a la capacité à fédérer tout un écosystème autour d'elle. Et de fait, voilà, ça légitime un peu votre capacité à pouvoir ensuite mettre en place ce projet, mais aussi avoir de l'impact. Et c'est ce qu'on recherche en mettant en place des projets, c'est avoir de l'impact. Et pour avoir de l'impact, on ne peut pas juste faire son projet tout seul, faire son activité et sa fille, c'est fini. On a fait notre activité, on est content. Il faut vraiment voilà, montrer que vous avez un écosystème autour de vous et qu'il est là et que vous avez été le voir, vous avez été voir les cibles de votre futur projet, vous avez mené des enquêtes, vous avez fait des réunions, etc. pour identifier les problématiques. Ça, c'est très important. Bon, après, je pourrais en parler des heures de ce diagnostic, dans le sens où voilà, je sais que dans toutes les organisations, c'est vraiment le point noir de voilà, prendre ce temps-là. Alors, des fois, c'est vrai que les délais entre l'appel à projet qui sort et il nous reste 2-3 semaines pour y répondre. Donc, un diagnostic partagé, c'est quand même périlleux. Enfin, en tout cas, ça demande du temps. Mais peut-être se dire une fois par an, ou voilà, enfin, peut-être prévoir du temps aussi dans l'ingénierie de projet, dans une équipe d'ingénierie de projet, de faire ce travail-là, peut-être une fois par an, une fois tous les 6 mois, pour identifier bien les problématiques, les cibles, c'est quoi leurs problématiques, les freins, et qu'est-ce qui pourrait éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en termes de solutions. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Et bien sûr, voilà, travailler en équipe, ça je l'ai dit aussi. Et utiliser cette matrice-là qui apparaît sur la droite de l'écran, le SWOT, que vous connaissez sûrement hein, de nom, du moins. Voilà, peut-être aller voir qu'est-ce que sont les forces et le noter tout simplement dans ce type de tableau, quelles sont les forces, les faiblesses, les menaces, tout ça, les opportunités. Donc, peut-être de façon plus synthétique, réaliser ce tableau et voilà, travailler là-dessus pour ensuite maîtriser tout ça. Et bon, par exemple, là, il y avait un exemple, je crois que c'était pour les forces, donc présence de coopératives. Donc, c'est suite à notre projet hein, du Sénégal agricole. Donc là, par exemple, dans ce projet-là, il y a une présence d'une coopérative agricole active. Donc ça, c'est bien sûr dans une force. Menace, la saisonnalité avec des pluies imprévisibles. Ça, pour notre projet agricole, c'est sûr que c'est une menace, quoi. Et d'autant plus si on veut atteindre l'objectif de 30% de rendement en supplémentaire, c'est vrai que ça peut vraiment impacter notre projet. Mais ça, on le reverra aussi tout à l'heure dans dans la globalité, plutôt une globalité sur la théorie du changement qui induit aussi les risques et les menaces de notre projet.
Euh, une technique aussi, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, aller voir les cibles. Donc, la technique de l'entretien avec les parties, les parties prenantes, donc les bénéficiaires, mais aussi les parties prenantes, c'est-à-dire aller voir, par exemple, la coopérative agricole, on va aller la voir et bien sûr, on va lui poser des questions. Donc, quels sont, par exemple, les trois problèmes prioritaires ici qui sont les relais d'influence dans la communauté pour pouvoir ensuite travailler avec eux pour identifier les cibles. Voilà. C'est vraiment tout un travail collaboratif qui est important. Voilà. Et peut-être insister sur un dernier point, sur un diagnostic partagé. Donc, le diagnostic local est vraiment le socle qui évite de bâtir des châteaux de sable, mais il transforme euh, des suppositions en des faits vérifiés. Donc ça, c'est vrai que souvent, on a plein de suppositions et peut-être par le diagnostic partagé, on peut être très étonné de se dire, ah bah nous, on avait cette image-là, ou on pensait que la problématique était là, mais en fait, la problématique, des fois, elle est peut-être là, mais elle est aussi plus générale sur d'autres aspects que simplement l'insertion ou le manque de volonté d'insertion, peut-être des femmes qui ne veulent pas s'insérer, mais en fait, il y a tout un panel de problématiques qui font que, en fait, ça va plus loin que ça. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas s'il y a des témoignages de personnes qui sont dans cette logique aussi de diagnostic partagé avant de se lancer tout de suite dans l'écriture d'un projet. Donc peut-être que vous pouvez partager aussi vos points de vue, enfin voilà, des bonnes pratiques que vous avez déjà menées et qui ont peut-être changé aussi vos suppositions en des faits vraiment vérifiés. Je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner là-dessus. Personne. Est-ce que ça vous parle, le diagnostic partagé, ou c'est… Ouais, Sana, je vous en prie. Et Sana, Bonjour. bonjour. Alors, juste par rapport à la proposition de projet, et vous avez parlé là tout de suite des objectifs atteignables. Des fois, là, vous avez parlé des 30% tout à l'heure et que dans la proposition, il faut que ce soit des objectifs atteignables, raisonnables. Mhm. Une Je vous expérience en que j'ai prie. eue dernièrement avec un Ouais. bailleur de… Donc, j'ai fait une proposition de projet. Alors, bon, je me présente déjà. Je suis Sana de l'association AFCAL. Donc, c'est Mhm. African Foundation for Culture and Reading. Mhm. Et cette association, elle fait la promotion de la culture de la lecture au Maroc. Et donc, ce bailleur de fonds, donc, il était censé nous aider pour financer les animations des ateliers. Mhm. Dont la proposition j'ai fait une proposition d'atelier et tout ça, qui était censée être atteignable en étudiant les forces, les faiblesses et tout ça, enfin, même en ayant travaillé là-dessus bien avant. Des fois, en fait, il y a les aléas en fait, de la vie, on va dire les choses comme ça, et l'objectif n'est pas atteignable et n'est pas vraiment atteignable. Donc, il y a toujours une question de durée et de temps. Ouais, Et ça reste exact. compliqué vis-à-vis du bailleur de fonds parce que ça montre un peu qu'on n'est pas vraiment sérieux, alors que non, ce n'est pas le cas, c'est juste une question de… il faut que ça se rôde et tout ça. Et c'est… En fait, les chiffres, je voulais vous dire que les chiffres, des fois, on peut les proposer, c'est pas toujours atteignable. Ouais. Ouais, ouais. Peut-être voilà aussi quand on parlait de smart, peut-être ouais voir bon ça on le verra peut-être tout à l'heure, mais on peut en parler dès maintenant. Mais c'est peut-être aussi euh, alors je sais pas le nombre de bénéficiaires que vous aviez ciblé, enfin en tout cas que vous avez proposé dans votre objectif, mais voilà c'est vrai que c'est tout un calcul
qui peut être fait en tout cas sur le nombre de mois. Si par exemple c'est sur 12 mois et qu'on prévoit de travailler au Maroc bon, sur 3 ou 4 régions, alors que c'est quand même du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Ça, des fois, c'est pas réalisable. Après, c'est en termes de nombre aussi. Si, par exemple, sur 12 mois, on dit qu'on va travailler dans 50 écoles, bon, c'est peut-être. Mais du coup, c'est un retour que Sana, c'est un retour que le bailleur vous avait fait que c'était pas réaliste et réalisable. Ou c'est vous qui avez conclu ça. Ça se coupe, désolé, je vous Ah. entends. Ça se coupe. Mince. Je disais, est-ce que c'est toi qui a conclu que l'objectif n'était pas atteignable ou c'est un Non, retour en fait, bailleur? non, l'objectif, il est atteignable, mais après, comme je vous ai dit, c'est une question déjà de localisation, parce que comme vous avez dit, vous avez donné l'exemple du sud, nord, Ouais. c'est une question de ressources humaines. C'est une question, on est une petite association, c'est une question aussi de nombre d'élèves qui vont déjà à la base notre association, enfin notre but n'est pas un but assez facile, hein, faire aimer la lecture aux enfants actuellement. Et du coup, il est pas atteignable. Il est atteignable. C'est pas qu'il n'est pas atteignable, mais des fois on a la contrainte du temps. Oui. Non, des fois l'objectif n'est pas atteignable en un an, en 12 mois. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, oui, et puis bah, il y a plein de. Ouais, en fait, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que voir aussi en termes de logistique, en termes de moyens humains, c'est pour ça que voilà, c'est ce que je disais en premier lieu, c'est important voilà, de montrer les capacités, ces capacités de pouvoir y répondre. Et c'est pour ça que je fais un lien aussi avec ce que j'ai proposé hier, c'est-à-dire que peut-être avant de se positionner sur une proposition, enfin une opportunité, de voir, voilà, est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai les capacités d'y aller, notamment, on parlait de souvent, c'est moi ce qui me bloquait quand j'ai travaillé aussi dans des associations, c'était notre capacité budgétaire. Voilà, en fait, il y a plein de paramètres. C'est pour ça que bien lire la proposition et peser le pour et le contre aussi pour ne pas ouais, ne pas perdre de temps parfois à répondre à des choses dont on sait plus ou moins que bah, c'est pas forcément fait pour nous, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident dans le sens où déjà il y a aussi beaucoup de concurrence et que bah, les appels à projets, il n'y en a pas tous les jours. Enfin, surtout sur des niches un peu, enfin des choses un peu spécifiques comme vous, voilà, je pense à la lecture, etc. Enfin, sur le culturel, sur bon, c'est pas des choses qu'il y a facilement et tous les jours. Enfin, il n'y a pas tant que ça d'opportunités, effectivement. Exact. Mais bon, merci, merci Sana pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être témoignages sur voilà, vous faites bien les choses, mais non, pas spécialement. Ok. On poursuit. Ok. Bon, voilà, là, c'est plutôt des outils. Un outil pour avant de commencer à rédiger son projet. Il y a un outil qui peut être pas mal, et notamment sur les réunions collectives que vous faites avec les membres de votre association, mais aussi voilà, tout l'écosystème qui va intervenir, peut-être d'autres associations, des autorités locales, etc. C'est voilà, peut-être schématiser tout ça dans une réunion voilà, et utiliser cet arbre à problème qui est un outil voilà, visuel et qui identifie le problème central, donc les causes, les racines et ses conséquences au-dessus, donc sous forme d'un arbre, hein, tout simplement, donc avec le point focal au centre qui est le problème.
Les racines sont les causes et les effets. Donc les racines, c'est bien profond, hein, donc les causes profondes et exactement, enfin les effets négatifs plutôt sur l'eau. Donc, ce qui permet, voilà, vraiment c'est plutôt voilà, des gens qui aiment. Alors, moi, je sais que j'aime beaucoup le visuel. Voilà, ça dépend des personnes, hein, mais d'avoir un outil un peu comme ça visuel et d'ajouter des choses. Ça peut être aussi un atelier de co-conception d'un projet. Ça peut être un bel outil pour travailler tous ensemble sur la problématique. Ça permet aussi de prioriser la problématique parce que des fois, il y a soit un problème central qui est, je sais pas moi, la scolarisation des jeunes filles et du coup, en fait, il y a plein de problématiques autour. Et c'est peut-être aussi collectivement de se mettre autour de la table et dire, voilà, on a identifié ça, lui, il a identifié tel ou tel problème. Et c'est maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on priorise donc, on le fait souvent par rapport à un appel à projet, par rapport aux lignes directrices, bien sûr, du bailleur de fonds, mais peut-être collectivement dire qu'est-ce qui est le plus important à régler dans notre proposition. Voilà. Peut-être, ouais, en reprenant l'exemple du Sénégal, donc, et notre projet agricole, peut-être reprendre sur le problème central, là, ce qu'on avait vu, c'était plutôt la faible productivité agricole dans la région de Thiès. Donc, c'était vraiment le problème. C'est pour ça qu'on a un objectif de 30% de rendement supplémentaire. Les causes qu'on pourrait y voir là, c'est le sol qui est appauvri, bon, l'accès limité aux semences, ça peut être aussi le manque de formation, peut-être des agriculteurs aux techniques d'irrigation qui faciliteraient du coup le rendement. Et en conséquence, on peut parler voilà, des choses un peu plus dramatiques comme l'insécurité alimentaire, mais aussi ce qui fait que quand on quitte son territoire, qu'on n'a pas mangé, il y a l'exode rural qui se fait parce qu'il n'y a pas de rendement et de nourriture accessible. Et il n'y a pas aussi enfin, voilà, les professionnels ou les agriculteurs qui veulent travailler dans ce domaine-là, ils n'ont pas de rendement, donc ce qui fait qu'ils n'ont pas de bons revenus et du coup, ce qui fait qu'ils abandonnent, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est bien aussi, comme je disais, sur les problèmes complexes où il y a plusieurs problématiques, il y a une problématique centrale et c'est de travailler collectivement tous ensemble là, entre les membres, les experts, les associations locales, etc. pour prioriser ce qui est important. Voilà, c'est un petit outil qui est intéressant. Alors, je sais que c'est un peu bon. Ayant aussi travaillé sur des gros appels à projets avec des Américains ou même l'Union européenne, le cadre logique est parfois demandé dans des réponses à des appels à projets. Alors, de moins en moins, je trouve que de plus en plus, on a affaire à des questions ou des questionnaires ou des formulaires. Donc, je trouve ça plus synthétique et plus agréable, en fait, on va dire. Toutefois, je pense que le cadre logique est quand même important. Pareil, dans la volonté de travailler tous ensemble, collectivement, avec plusieurs partenaires, etc., c'est, je pense, un outil qui permet vraiment voilà, il y a une définition là qui est proposée, c'est un outil qui aide à organiser et à suivre un projet, il présente clairement dans un tableau les objectifs et les activités prévues, donc les résultats attendus, les indicateurs, et pour mesurer le progrès. Alors, pour aller plus loin, c'est vraiment la matrice, je trouve, d'un projet. Ça permet vraiment de voir si notre projet tient la route, s'il est cohérent, voilà, ça clarifie vraiment la cohérence du projet, quoi. Et voilà, soit on l'utilise à l'externe, ça peut être aussi voilà, un outil vous voulez proposer un projet, vous avez créé un projet, vous n'avez pas encore trouvé le bailleur de fonds,
le cadre logique, ça peut être vraiment un bon outil pour aller aussi démarcher des potentiels financeurs. Mais c'est aussi un travail, c'est aussi un outil d'équipe qui permet de bien suivre et de bien de vérifier si notre projet tient vraiment la route, quoi. Voilà. Alors, je crois que j'avais une question. Alors, désolé, mais j'ai pas le chat en état des lieux, le mapping, avant de commencer des activités avec les cibles. Ça, c'était peut-être pour l'arbre à problème. Mais effectivement, ouais, ça marche bien, ça, ces outils un peu, les MapMind, il y a plein d'outils maintenant collaboratifs qui existent, notamment sur Miro ou des choses comme ça. Vous pouvez créer des tableaux, enfin, en tout cas, il y a des boards, des espèces de tableaux où vous pouvez schématiser et partager du coup votre représentation de carte mentale, on appelle ça. C'est vraiment des outils très pertinents, surtout quand on travaille à plusieurs et que vous êtes comme moi, vous avez besoin de voir les choses pour voir si la logique est bonne. Alors, pour le cadre logique, donc j'ai donné la définition. Donc, bon, comme on l'a dit, ça sert à clarifier la cohérence, faciliter le suivi et l'évaluation grâce à des indicateurs mesurables. Ça, on va revenir sur les indicateurs, c'est quelque chose d'essentiel aussi. Et communiquer d'une manière standardisée, soit avec son équipe ou soit aussi avec des potentiels bailleurs. Ça, c'est intéressant. Donc, revenons sur… donc, il y a plusieurs niveaux. Bon, je ne vais pas revenir sur tout. Mais voilà, l'objectif global, avoir en tête que ça a un impact à long terme. Voilà, c'est plutôt un but à long terme. Peut-être sur les objectifs spécifiques, là, c'est plutôt des effets directs durant le projet. C'est qu'est-ce qu'on cherche à atteindre durant notre projet. Et viennent ensuite les activités, etc. Donc ça, c'est important. Et on reverra tout à l'heure les impacts plus en détail. Et toujours, bien sûr, dans notre cadre logique, on a la source de vérification qui est intéressante et qu'on peut prendre, par exemple, sur l'exemple de l'agricole, là. Par exemple, l'objectif global, c'était améliorer la sécurité alimentaire des habitants de Thiès. En termes d'indicateurs, on va avoir, on aura un taux réduit peut-être de malnutrition de 15%. Ça, c'est un exemple que je donne comme ça. Et la source de vérification, bien sûr, c'est des enquêtes nationales sur la famine, etc. Donc, voilà, peut-être sur un objectif spécifique. Donc, augmenter, on l'a vu tout à l'heure, le rendement de 30%. Et les indicateurs, c'est par exemple sur le poids des récoltes qui sont obtenues par nos 500 agriculteurs et par parcelle et qui a augmenté. Voilà, ça et c'est peut-être un rapport d'activité de la coopérative qui pourra nous fournir ces données-là. Donc voilà, il y a toute cette logique de vérification et même voilà, peut-être quand on fait aussi des formations, la liste de présence, donc là, ça va être plutôt le nombre de personnes qui étaient en termes d'indicateurs dans notre formation, mais aussi, voilà, peut-être un rapport narratif détaillé du nombre de personnes qui ont participé aux formations à telle ou telle formation. Donc ça, ça permet aussi, voilà, donc ça c'est le cadre logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser dès la conception du projet jusqu'à pendant le suivi du projet, et ce qui permet aussi de ne rien oublier, notamment voilà, de suivre vraiment à la lettre tout ce qui avait été prévu. Et aussi, dans ce schéma-là, de voir des choses qui n'ont pas forcément fonctionné et comment on peut
garder bien sûr notre objectif spécifique, mais comment on peut transformer peut-être les activités, la manière de faire. Voilà. Donc ça, et revenir en fait sur ce cadre logique permet voilà, d'avoir pas la solution, bien sûr, en clé en main, parce qu'il y a une réflexion à faire collective de pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais du moins voilà, de voir où se situe la problématique. Donc, sur l'utilisation de ce cadre logique, donc vérifier bien sûr que chaque activité mène bien au résultat. Donc, ça, c'est vraiment un schéma. Donc là, il n'est pas forcément bien réalisé, mais on va voir après un exemple peut-être. De la transparence sur donc l'évaluateur. En fait, ça permet d'avoir une synthèse et d'un schéma et de voir rapidement. C'est ce qu'utilise aussi l'Union européenne notamment. Ils utilisent le cadre logique pour l'évaluateur va vite au résultat et regarde si tout ça est cohérent. Et ensuite, il met une note qui est bonne ou pas, mais en tout cas, voilà, qui reflète ça. La flexibilité, donc ça permet, hein, ce que je disais, d'ajuster le projet si les indicateurs ne sont pas atteints et de voir où se situe le problème. Et ce qui permet aussi de voir si on indique de bons indicateurs. C'est-à-dire, souvent, on voit voilà, quand même des indicateurs qui sont flous ou larges, on va dire. Par exemple, sur la formation des agriculteurs, on pourrait dire nous allons former voilà, des agriculteurs. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt être dans les indicateurs, être précis, même si, bon, des fois, on n'arrive pas à les atteindre. Hein. Enfin, en tout cas, les résultats qui sont prévus sont difficilement atteignables parce qu'on verra tout à l'heure, il y a des risques, etc. Mais du moins, ça reste des indicateurs sur lesquels on peut discuter avec le financeur et le bailleur en cas de problématique. Par exemple, tout à l'heure, on parlait on a prévu de l'agriculture. Si on n'a pas d'eau, ben, finalement, notre rendement de 30%, il ne va pas se faire hein, tout seul. Donc, voilà, toujours être quand même assez précis. Par exemple, améliorer les compétences sur peut-être remplacer peut-être par 80% des participants. Alors, 80%, c'est beaucoup, hein, mais maîtrise 3 techniques agricoles vertueuses, etc. Donc, voilà, essayer d'être toujours assez précis. Oublier aussi les sources, ça arrive, hein, que les sources ne sont pas précisées. Et même parce que souvent aussi dans nos organisations, il y a du mouvement, il y a des gens qui restent, qui partent. Donc, c'est aussi comment on transmet un projet à une nouvelle personne qui va me remplacer. Et voilà, le cadre logique permet aussi ça. Et voilà, attention de ne pas faire quelque chose de trop complexe. Alors, des fois, c'est des cadres logiques très, très complexes. Voilà. Donc, par exemple, on va peut-être pas reprendre tous les exemples qui sont donnés à l'intérieur, mais voilà, l'objectif global, l'objectif spécifique, les résultats, les activités qui sont indiquées, avec comment on intervient à l'objectif d'intervention, les indicateurs qui sont objectifs, c'est-à-dire vérifiables, bien entendu, et comment on va vérifier ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, maintenant, comme je disais, il y a beaucoup de formulaires et des choses comme ça, mais bon, des fois, dans la diffusion des résultats, il y a quand même une petite case qui est proposée par les bailleurs de fonds. Et peut-être, voilà, sous forme de phrase, mais en tout cas, expliquer comment vous allez procéder pour voilà, transmettre des bonnes données et toutes les informations qui montrent et qui démontrent que votre projet a eu de l'impact sur le terrain.
Voilà pour les outils. Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, mais je pense que voilà, c'est un peu les outils de base. Et c'est toujours, même si maintenant il y a plein de nouveaux outils qui permettent, on en parlait hier, des intelligences artificielles, etc. C'est bien aussi de repartir sur des bases qui sont quand même aussi, qui ont démontré en fait leur pertinence. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, si vous voulez interagir là-dessus sur ce que je viens de présenter, n'hésitez pas à lever la main avant qu'on passe sur autre chose. Oui. Monsieur, je crois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, ouais, effectivement. Mais en fait, je vois pas le chat. Mais je peux les lire si vous avez du mal à y accéder. Ça va, je vois là. On n'a pas accès à la plateforme. Alors, ça n'a rien à voir avec moi. Est-ce que les objectifs d'intervention renvoient aux résultats attendus? Oui, bien sûr, tout est lié, hein. Oui, oui, oui. Une bonne question, Hamid, mais ouais, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres Il y a une question aussi de monsieur Régis qui dit quelle est la différence entre les objectifs spécifiques et les objectifs d'intervention? En fait, les objectifs d'intervention là qui sont mis là, ouais, c'est vrai que c'est un peu ça peut être confus. C'est plutôt la manière dans laquelle vous allez agir, en fait, vous allez intervenir. C'est plus la logique d'intervention que euh, des objectifs, mais il y a aussi, voilà, par exemple, si on prend la slide, enfin, l'objectif global avec la réduction des inégalités de genre et amélioration de la sécurité alimentaire dans la région de Thiès, c'est plus dans l'objectif spécifique que c'est détaillé, mais c'est plus ouais, la logique d'intervention, là, il me semble. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez ou pas du tout? Ça vous parle? Non? Bon, on va poursuivre sur le suivi des indicateurs. Donc ça, c'est peut-être pas que le suivi des indicateurs, c'est aussi identifier enfin, les types d'indicateurs qui sont nombreux, mais qui sont importants à distinguer. Peut-être à gauche de l'écran, vous avez les principaux indicateurs hein, qui existent. Donc les indicateurs d'activité, donc qui mesurent ce qui a été fait hein, concrètement dans notre projet, avec le nombre de formations, le nombre de participants formés, etc. Quel est le nombre? Alors, il y a une question qui vient juste d'arriver qui était intéressante. Le nombre d'objectifs spécifiques dépend de plein de choses. Dépend, je crois, déjà de ce qu'on propose dans l'objectif global. Moi, je dirais qu'il faut ne pas en mettre trop. Par exemple, dans la logique où on se disait tout à l'heure que notre projet doit être réaliste et réalisable, en proposer 2 ou 3, c'est déjà pas mal, je pense. Au-delà, voilà, c'est plus sur des projets qui auront plusieurs volets. C'est-à-dire que si vous avez un volet qui est plus, par exemple, je prends l'exemple de sensibilisation sur l'égalité homme-femme, avec un appel à projet qui cible plus enfin simplement, non, mais en tout cas les bénéficiaires, donc plutôt la population, les citoyens, etc. Voilà, peut-être proposer deux objectifs spécifiques maximum. Après, ça dépend si l'appel à projet demande à ce qu'on intervienne sur un public précis, hein, par exemple des jeunes femmes, qu'on intervienne aussi sur le plaidoyer au niveau, je sais pas moi, des autorités locales.
enfin voilà, en fait, ça dépend de ce que demande ce qui est demandé dans les lignes directrices de l'appel à projet. Ça dépend aussi de la durée. Par exemple, si votre projet a une durée de 12 mois, proposer 4 objectifs spécifiques en disant qu'on va travailler avec les agriculteurs, avec les femmes d'agriculteurs, avec les élus, avec bon voilà, ça devient un peu pas réalisable quoi. Donc voilà, mais ça dépend de plein de paramètres, mais je vous conseillerais d'en donner 2 voire 3 si le projet dure plus de 12 mois pardon. 3 si c'est plus de 12 mois et je dirais 2 objectifs spécifiques si ça dure 12 mois votre projet. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Revenons à nos résultats, nos indicateurs. Donc, il y a aussi les indicateurs de résultats. Donc, ça, c'est mesure les effets directs des activités. Par exemple, le pourcentage d'agriculteurs adoptant la nouvelle technique de goutte à goutte. Ça peut être voilà, des indicateurs d'effets directs. Les indicateurs d'impact, eux, ils mesurent le changement plus à long terme. Donc, c'est ce qui manque aussi dans les projets que nous recevons, que je reçois. Faites attention à ne pas montrer à l'évaluateur que ce projet-là, bien sûr, on l'a vu, a une temporalité, mais que vous faites cette action-là et puis demain, vous allez faire autre chose, quoi. C'est aussi démontrer en disant nous allons mettre en place une mesure d'impact et nous allons, après, bien sûr, il faudra dérouler ce que vous allez proposer pour faire ça, peut-être un suivi des bénéficiaires au bout de 3 mois pour voir s'ils se sont insérés dans la vie active, voir peut-être nos agriculteurs et revenir 6 mois après et voir si ils utilisent toujours les techniques qu'ils ont appris en formation, si leur rendement a encore plus grimpé, etc. Donc, il faut voir aussi la vision d'après et l'indicateur d'impact est fait pour ça. L'indicateur de processus donc évalue plutôt le déroulé opérationnel. Donc ça marche quand on travaille en équipe ou on travaille avec plusieurs partenaires. Donc c'est plutôt évaluer les délais, le respect du calendrier, etc. Donc c'est pour voir si ces indicateurs qu'on avait fixés sont bien mis en œuvre et qui ne créent pas un frein dans la mise en œuvre des activités de notre projet. L'indicateur d'efficacité, donc ça c'est plutôt intéressant car il compare les résultats aux objectifs. Donc l'objectif atteint à 80%, est-ce qu'on y est arrivé ou pas? L'indicateur de qualité, donc ça c'est quelque chose qu'on oublie aussi et qui devrait être davantage mis dans les propositions. C'est-à-dire d'évaluer la satisfaction, la pertinence des choses qu'on propose, par exemple une activité de formation, une activité de sensibilisation. Pensez à envoyer un Google Forms ou pensez à envoyer ne serait-ce qu'un sondage sur WhatsApp pour évaluer est-ce que cette formation en agroécologie a été pertinente pour moi, pour vous ou pas. Et voilà, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est des choses que vous pouvez aussi valoriser. Ça, la valorisation, on le verra peut-être dans un autre module qui sera plus là sur le suivi d'un projet en règle générale dans sa mise en œuvre. Mais voilà, dans l'écriture d'un projet, essayez de voir qu'est-ce que vous pourrez aussi mesurer. Bien sûr, tout n'est pas mesurable et des fois, on se prend la tête en disant on va donner le max et on va montrer qu'on est une super asso, etc. Voilà, il faut voir aussi qu'est-ce qui est mesurable et c'est pour ça que le tableau du cadre logique est intéressant parce qu'il y a la source de vérification et vous pouvez voir comment vous allez le mettre en place, soit par des questionnaires, soit par des enquêtes, soit par un tableau en interne, etc.
Et l'indicateur contextuel, bon, là, c'est un peu moins utilisé dans des projets, par exemple, de développement, mais bon, voilà, ça capture à un instant T une situation. Donc, par exemple, voilà, une situation de sécheresse, si on revient à notre agriculture, une situation de climat politique qui est incertain, des élections voilà, qui sont en cours, etc. Donc, ça, c'est autre chose. Et par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est la performance. Voilà, c'est comment, enfin, des mesures sont mesurées, les chiffres, des mesures chiffrées. Donc, c'est comment on valorise des mesures chiffrées pour évaluer les progrès d'un instant A. Donc, c'est l'instant, non, de l'instant A ou l'instant T, l'instant actuel, jusqu'à la situation B. Donc, c'est là où on veut aller. Bien sûr, si on peut schématiser un projet, c'est pas linéaire, hein, la mise en place d'un projet. Je pense que vous êtes tous au fait là-dessus. Donc voilà, mais c'est important de mesurer tout ça, et c'est important aussi comme on parlait tout à l'heure, de la redevabilité. Ouais, souvent, de plus en plus, les bailleurs, les personnes qui donnent des sous, les financeurs, sont assez friands aussi voilà, parce que eux aussi doivent rendre compte à un ministère ou à une personne qui donne cette enveloppe budgétaire. Donc, il y a voilà, des choses un peu précises. En tout cas, là-dessus, vous pouvez aussi aller sur la plateforme dont moi, je ne gère pas la plateforme. Donc, si vous avez des questions concernant la plateforme, n'hésitez pas. Il y a une personne de Jadara qui est avec nous. Mais voilà, n'hésitez pas. Il y a des choses intéressantes aussi pour aller plus loin, notamment sur les indicateurs de performance. Je l'ai vu dans la plateforme, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Est-ce que vous avez des questions ou voilà, des témoignages sur les indicateurs, sur vous, en bonne pratique, qu'est-ce que vous faites pour bien suivre ou dès le départ, identifier les indicateurs qui sont pertinents et comment les vérifier et comment les suivre, ou vous êtes comme moi. Bon, vous voyez que tous ces indicateurs sont intéressants, mais c'est après, se dire, voilà, dans la mise en œuvre, comment on va réaliser toute cette collecte d'indicateurs, surtout quand on est peu nombreux dans les équipes souvent. Donc ça, c'est un peu voilà. Hamid, vous avez envie d'intervenir? Voilà, merci. Je crois que j'ai juste une question relative à la prise en compte en fait de tous ces indicateurs. Est-ce que ça se fait forcément lors de la rédaction ou de l'élaboration, ou bien c'est des indicateurs qui peuvent peut-être à la fin voir l'efficacité, par exemple, du process, des méthodes utilisées et capitaliser ça? Oui, exact. En fait, le mieux, c'est quand même déjà voir qu'est-ce que le bailleur demande comme exigence dans ses lignes directrices. Bien sûr, s'il vous parle d'environnement, d'égalité homme-femme, voilà, il y a des indicateurs qui seront sur lesquels vous serez obligé de donner des résultats. Ou du moins dans la proposition de montrer que vous avez déjà réfléchi à une solution. Voilà, si on parle d'égalité, par exemple, vous avez déjà réfléchi à une solution pour collecter des indicateurs, par exemple, du taux de femmes qui va participer aux formations. Voilà, vous pouvez déjà indiquer ça. Après, vous pouvez aller plus loin de ce que laisse entrevoir sa quête d'indicateurs du côté du bailleur, et proposer aussi voilà, des indicateurs d'efficience. Moi, je pense que c'est important. Les indicateurs d'impact, c'est important, mais c'est pas juste dire voilà, on va évaluer l'impact, super, voilà. Non, c'est plutôt montrer, laisser voir entrevoir à l'évaluateur de votre projet que vous allez mettre en place concrètement ça et ça et ça, avec des étapes bien précises. Et voilà.
peut-être que à la fin du projet, vous allez vous dire, bah, au lieu d'aller voir les agriculteurs au bout de 3 mois, ça serait peut-être plus pertinent d'aller voir au bout de 6 mois. Parce que là, ils viennent finir la formation, etc. Donc, après, c'est discutable, mais en tout cas, montrer à l'évaluateur que vous êtes dans un processus qualitatif. Et oui, c'est toujours mieux de les définir dès le départ dans l'écriture du projet, parce que souvent la collecte aussi des indicateurs, elle est aussi faite de façon collective. Par exemple, tout à l'heure, on avait un intervenant, un partenaire qui était la coopérative, qui travaille avec nous. Bah, c'est aussi peut-être dire à la coopérative, bah, quand vous faites les formations, veuillez prévoir, veuillez intégrer une fiche de présence. Veuillez nous transmettre aussi le taux de participation des hommes et des femmes, les âges qui étaient présents dans cette formation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Midway. Ok, super. Voilà, donc c'est toujours mieux dès le départ, même si ça change après, c'est pas grave. En fait, même dans les objectifs, hein, on essaie de faire des choses atteignables et smart et mesurables, mais des fois, ça arrive que on ait des risques qu'on n'a pas vu venir et des choses qui se sont produites, la sécheresse, les élections, le Covid, une bombe qui nous tombe dessus. Donc j'espère que ça va tomber sur personne, mais voilà, on n'est jamais à l'abri de projets qui ne peuvent pas atteindre pour X ou Y raison. Je crois que j'ai l'impression du moins que les financeurs sont quand même à l'écoute, soit ils proposent de prolonger la durée du projet, soit ils nous accompagnent. C'est ce que je fais moi, j'accompagne les porteurs de projets pour voir quelle solution, si on ne peut pas atteindre ce public-là, est-ce qu'on ne peut pas atteindre d'autres personnes dans une autre ville, etc. Voilà, les personnes sont, enfin, les bailleurs de fonds sont aussi à l'écoute, même si vos, vos objectifs ou les résultats qui étaient prévus ne sont pas atteints. Peut-être, voilà, maintenant, aujourd'hui, on a des outils voilà, qui sortent un peu de l'Excel, des outils qui permettent de suivre les indicateurs. Donc, il y a des plateformes. Hein, là, il y a Jira, je crois, mais il y en a d'autres. Il y a Trello, il y en a plusieurs, hein, des plateformes qui sont souvent payantes. Donc, bon, ça, c'est l'exemple des outils, c'est bien. Après, c'est bien si toute l'équipe collabore sur le même outil ou si tout le monde est à l'aise avec le même outil. Bon, c'est peut-être pas nécessaire. Comme je disais hier, un bon Excel ou un sheet sur Google qui se partage pour suivre les indicateurs, ça marche aussi. Hein. Ça, c'est un exemple tout à l'heure de vérification. Bon, bien sûr, les rapports d'avancement narratifs et financiers, j'en parle parce que voilà, j'accompagne aussi des associations porteurs de projets sur la rédaction de ces rapports qui sont non pas juste une simple vérification que vous avez bien fait votre travail et que voilà, vous avez 100% de réussite dans l'insertion professionnelle des jeunes. C'est plutôt aussi voilà, voir qu'est-ce qui s'est passé, travailler bien ces rapports d'avancement et narratifs et financiers parce que ça permet aux personnes qui ne sont pas là au quotidien avec vous aussi d'avoir des infos sur comment vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez observé durant une formation, une session de sensibilisation, qu'est-ce qui s'est passé entre l'intervenant et les bénéficiaires. Voilà. Enfin, nous, c'est des choses en tant qu'accompagnateur qu'on n'a pas forcément et que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir bien sûr du quantitatif, donc avec des chiffres, mais aussi du qualitatif avec voilà, des choses plus narratives sans en faire des tartines, bien sûr. Il y avait quelqu'un qui a levé sa main, j'ai entendu du moins. Alors,
Si quelqu'un veut participer, il y a Daoulata qui dit: est-ce qu'il vous est arrivé de tomber sur un projet intéressant, mal rédigé, et vous demandez à l'ONG ou l'entreprise de faire des parties, c'est-à-dire des corrections? Daoulata, si vous pouvez préciser votre question, je veux bien. Et celles et ceux qui veulent, qui ont levé la main, qui veulent prendre la parole, je vous en prie. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci, je suis très contente de participer à cette réunion, même si il y a un problème parce que j'ai pas pu recevoir les emails de 2 réunions précédentes. Mince. Mais ma question c'est sur les outils, basé sur les outils. Quels sont les avantages et les limites pour ce type de suivi? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, c'est pour le suivi, hein, mais en fait, les avantages, par exemple, maintenant, il y a des plateformes comme Trello ou comme celle que j'ai affichée là, Jira, où il y a plusieurs plateformes, hein, de suivi maintenant des indicateurs. C'est plus dans l'usage. Par exemple, si vous travaillez avec plusieurs partenaires, ou même dans votre équipe, il y a des personnes qui sont à l'aise avec ce type de gadgets. Enfin, j'ai pas envie de dire gadgets, mais c'est des choses un peu, voilà, qui sont un peu plus poussées au niveau technologie. Ça dépend, voilà, des compétences et des affinités des personnes avec qui vous travaillez pour utiliser ces outils. Après, voilà, comme je disais, un tableau partagé sur Excel, etc., ça fonctionne aussi. Donc, voir, c'est plutôt à la personne qui chef de projet ou qui coordonne un peu les activités de l'association. C'est plutôt à elle de voir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour son équipe et qu'est-ce qui facilite. Des choses aussi intéressantes, c'est que, et qu'on ne reçoit pas beaucoup dans les propositions, c'est peut-être dire des délais. Par exemple, sur les indicateurs de performance, nous allons réaliser une réunion spécifique, un comité de pilotage qui nous permettra de valider tous les indicateurs collectés. Donc peut-être aussi d'être donné des étapes ou se donner à soi des étapes où on se dit, allez, tous les 3 mois, sur ce projet-là, on va se rassembler et on va croiser les fichiers, regarder les indicateurs. Après, ça peut être moins hein, que 3 mois, mais du moins, voilà, c'est aussi au manager du projet d'organiser ou de prévoir des temps de suivi des indicateurs. Ok, merci beaucoup. Mais j'ai une dernière question Oui. sur le pilotage. Quels mécanismes sont en place pour ajuster les actions en cas de mauvais résultats? Ouais, ça c'est bien. oui. En fait, ça c'est plus mais on le verra plus dans un autre module qui sera le suivi, la mise en œuvre des projets. Même voilà, c'est pour ça que le cadre logique, j'insistais bien, dès le départ, le cadre logique vous permet d'avoir, en tout cas, un tableau concis et bien ficelé de toutes les étapes, de tout ce qu'on a prévu, etc. Donc, c'est vraiment une synthèse de votre projet. Et ça, c'est intéressant de le faire au début du projet parce que s'il y a un problème, et ça, on le verra dans notre module, voilà, on avait prévu, je sais pas moi, de toucher 25 femmes et finalement, on n'en a que 5. Et c'est voilà, c'est durant la mise en œuvre de formations ou du ciblage qu'on ne l'a pas bien fait ou du moins, il y a eu un problème quelque part. Et du coup, c'est intéressant de revenir sur le cadre logique, de voir qu'est-ce qu'on avait proposé et de se dire, bah, en fait, dans le schéma pour l'atteinte de ces résultats-là, on avait proposé ça ou ça ou ça. Et dans ce cas, vous vous rassemblez en équipe avec vos partenaires, etc. Et vous travaillez sur une solution ou plusieurs solutions. Merci. Rectificative. Et là, je parle en tant qu'accompagnateur de projet.
Nous, ça nous arrive plein de fois, hein. Enfin, pas plein de fois, mais en tout cas sur des activités, sur des formations. J'ai l'exemple encore l'année dernière d'une association qui travaille dans des oasis au Maroc, et qui avait prévu de faire des formations en juillet-août. Il m'a rappelé en me disant, bah non, en fait, il fait 45-50 degrés, donc en fait, on ne pourra pas faire, on n'a pas de salle climatisée. Voilà, donc finalement, ce qu'il avait prévu de former comme résultat, former en août 2024 50 jeunes à l'entrepreneuriat dans les oasis, ben, finalement, il l'a fait en octobre-novembre parce qu'il est beaucoup moins chaud, quoi. Donc, mais ça, il faut toujours dialoguer aussi, hein. Ça, c'est, voilà, dès que vous voyez dans la mise en œuvre, mais ça, on en reparlera plus tard, mais dans la mise en œuvre d'un projet, dès que vous voyez que votre résultat, il sera pas, votre objectif, pardon, sera difficilement atteignable, contactez le bailleur de fonds et dites-lui dans toute transparence, bah non, j'arriverai pas à atteindre, et discuter peut-être avec lui une petite réunion de savoir comment on peut faire pour atteindre cet objectif qu'on avait prévu initialement. J'ai vu que voilà, vous avez mis une correction. Ah oui. Ah oui, des corrections. Non, alors il y a très peu de bailleurs qui font ça. En tout cas, quand c'est des appels à projets publics, il y a enfin voilà. Hier, on l'a vu, voilà, il y avait les appels à projets. Donc ça, c'est plutôt des annonces publiques pour favoriser les propositions. Et il y a aussi les AMI, donc les appels à manifestation d'intérêt. Je sais que dans les appels à manifestation d'intérêt, il peut y avoir des corrections qui sont demandées par le bailleur de fonds. Des appels à projets, ça peut être fait, c'est-à-dire que vous pouvez être sélectionné, mais par exemple, le budget, par exemple, le bailleur va dire, ah, mais le budget pour la communication représente, je sais pas moi, 25% du budget total de la subvention demandée. Dans ce cas-là, le bailleur, il peut dire, est-ce que vous pouvez un peu baisser cette répartition budgétaire pour la communication parce que ça nous paraît un peu élevé, etc. Mais non, malheureusement, pas de correction sur les appels à projets. Toutefois, sur les appels à manifestation d'intérêt, je crois que c'est le cas. Ok, bon, il est déjà 16h20. Bon, après, j'ai pris du retard à cause de mes problèmes de connexion. Juste une question, si vous permettez. Oui. C'est Hamid. Je voudrais revenir un peu sur le suivi des indicateurs. Vous nous avez démontré la pertinence d'avoir un outil de suivi des indicateurs en temps réel pour nous permettre en réalité de savoir quel retard est accusé sur quelle activité ou sur quel point. Oui. Et surtout, moi, c'est ma foi de voir, par exemple, l'outil que vous venez de présenter, Jira. Ouais. L'outil généralement utilisé, c'est Excel ou soit en fait de réunion pour savoir est-ce qu'on avance sur tel ou tel projet. Ouais. Donc, je voudrais, bien qu'on soit un peu en retard, je voudrais que vous puissiez revenir juste en quelques minutes sur l'outil Jira. Si vous pouvez nous dire comment ça fonctionne, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit. Ouais. Juste une explication pour... Ouais, exact. En fait, de plus en plus, il y a des plateformes comme Jira, comme je disais, ou voire il y a Trello, mais il y en a d'autres. Il y a plusieurs plateformes et souvent, en fait, ils proposent des solutions payantes, quoi. Donc c'est ça un peu la limite de ces outils, c'est qu'il y a tout de suite un accès qui est payant. Il y a de moins en moins d'outils comme ça qui sont gratuits. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Pour ça, voilà, si vous avez les capacités, bon, après, ça dépend aussi de la taille de vos projets. Si c'est un gros projet sur 3 ans et que vous travaillez, je sais pas moi, dans 5-10 communes à l'est, à l'ouest du pays,
il vous faudra de fait un outil collaboratif. Donc, parfois, ça vaut la peine de payer un abonnement peut-être mensuel pour avoir cet outil-là qui permet quand même, même si je suis un peu critique, je suis critique plus sur le côté abonnement. Je sais que parfois, surtout en Afrique, on n'a pas forcément de carte de crédit ou c'est un peu compliqué d'avoir des cartes internationales. Donc, voilà, c'est des produits quand même qui sont un peu axés carte internationale, donc pas accessible à tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est plutôt à voir selon la configuration du projet si il est sur plein de territoires et si il concerne plusieurs acteurs, ça vaut peut-être le coup. C'est pour ça qu'il faut peut-être peser le pour et le contre d'adopter ces outils en ligne, ces plateformes qui permettent quand même de sortir voilà des synthèses, par exemple sur le taux d'insertion des jeunes, sur le taux de participation des femmes, etc. Donc vous avez des paramètres qui vous permettent tout de suite d'avoir le camembert ou le chronogramme qui s'affiche, etc. Donc c'est l'avantage quoi, de ces outils-là. Après, voilà, si vous êtes bon en Excel, on peut faire de belles choses avec Excel. Et voilà, moi je sais que je travaille avec le réseau pour lequel je travaille, on travaille nous sur Excel. Avec aussi maintenant, il y a des outils, mais plutôt d'alerte dans tout ce qui est Google Agenda ou même Teams. Mettez-vous des alertes aussi pour suivre les indicateurs, ou du moins pour rassembler peut-être tous ces indicateurs qui sont à droite, à gauche. Et aussi la bonne réunion sert toujours pour se dire, allez, on se met sur les indicateurs et on essaie de voir comment on a avancé. Après, c'est le rôle du manager de projet, hein, c'est d'animer la mise en œuvre du projet. On le verra dans notre module, mais c'est son rôle. Voilà. Ok. Taoulata. Il arrive aussi que le bailleur vous dit que le financement s'occupe des 80% et les 20% doivent être compris. Ouais. Oui, ça, c'est souvent des fonds propres. Ça, c'est vrai que ça arrive souvent. Après, ça dépend des conditions. Il y a des bailleurs qui proposent aussi de la valorisation, c'est-à-dire en bénévolat, essayer de voir qu'est-ce qui est demandé. En fait, c'est pas forcément les 20% ne sont pas forcément de l'argent ou des fonds propres, parce que les bailleurs savent très bien que voilà, on n'a pas forcément d'argent, de fonds propres surtout, mais du moins essayer de voir avec les bailleurs en question qu'est-ce qu'on peut valoriser sur ces 20%. Est-ce que c'est du temps de bénévolat? Est-ce que voilà, il y a plusieurs possibilités de valorisation? Est-ce que c'est un loyer des locaux mis à disposition? C'est aussi ça. Allez, on poursuit sur la théorie du changement. Bon, sans trop y passer encore une heure, hein, mais en fait, vous allez voir que c'est une synthèse de tout ce que j'ai voulu vous apporter comme outil ou comme connaissance auparavant. Donc, c'est plus dans la dynamique de projet, c'est voilà, c'est une dynamique de théorie du changement. Donc ça, c'est une dynamique qui doit être normalement collective. Du coup, c'est pas porté que par une seule personne qui dit je vais changer le monde demain, mais dans son organisation, dans son collectif d'associations associatifs, vous pouvez aussi du coup voilà, participer du coup collectivement à ça, et on peut aussi schématiser du coup avec une définition là qui est proposée. Donc c'est vraiment un outil qui permet de montrer et là plus loin que le cadre logique, être plutôt du step by step, donc étape et par étape, et c'est comment les actions d'un projet peuvent conduire à des résultats concrets et concrètement à du changement durable. Donc c'est en termes d'impact, hein, comme on revient à notre objectif de concepteurs de projets. On veut faire du changement sur nos territoires, dans nos communautés. Et c'est d'ailleurs pourquoi on est tous engagés, hein. Et elle aide aussi à repérer ce qui doit fonctionner pour que tout se passe comme prévu.
Donc ça permet voilà, de clarifier la logique d'intervention qui va plus loin que le cadre logique, voilà, je trouve. Ça évite des propositions de nos projets inutiles, comme le cadre logique, hein. Pas inutile, mais intuitif, pardon. Sans lien clair entre les activités et les impacts, donc ça permet d'aller là-dessus. Et comment, surtout, visualiser les actions et les activités, comment cela va nous permettre de changer la situation A à la situation donc, A de départ jusqu'à la situation qu'on souhaite, B. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas linéaire, hein, bien sûr, on va passer par des étapes comme ça. Comme les montagnes russes, ça va monter, ça va descendre, ça va… Voilà, c'est pas forcément évident. Ça permet aussi voilà, de visualiser toujours et d'impliquer les parties prenantes, comme le diagnostic, comme on fait dès le départ avec le diagnostic local partagé. Ça permet la co-création, les bénéficiaires, les partenaires locaux valident la logique de projet. J'ai parlé tout à l'heure du questionnaire envers les bénéficiaires futurs. N'oubliez pas aussi peut-être d'aller plus loin. Des fois, c'est intéressant. Donc, par exemple, sur l'appel à projet que je porte, moi, qui s'appelle Jeunesse en Méditerranée, ça montrer aussi comment vous impliquez les bénéficiaires cibles si vous travaillez sur un projet sur la jeunesse. Est-ce que voilà, il y a un conseil des jeunes ou est-ce que vous avez impliqué un groupe de jeunes dans la démarche de proposition de votre projet? C'est toujours intéressant et pertinent de dire que il n'y a pas que des acteurs associatifs qui ont la bonne quarantaine, cinquantaine et que il y a aussi des jeunes qui participent et des potentiels bénéficiaires qui participent aussi à la conception de votre projet. C'est toujours important de le faire. Voilà, c'est comme le diagnostic hein, partagé. Ça évite de faire des biais, des raccourcis en disant que finalement, on pense nous que c'est ça la problématique, mais finalement, on voit bien que c'est pas que ça. Il y a plusieurs, voilà. Et je pense que le plus important aussi, c'est de ce qui vous différencie avec le cadre logique. Là, c'est aussi de prévoir dans la théorie de changement du temps de capitalisation. Donc, il y aura un module consacré à la capitalisation. La capitalisation, ce n'est pas des résultats, hein, ce n'est pas juste des simples rapports narratifs ou voilà, des données qui sont qualitatives ou quantitatives. Là, c'est plus capitalisé, c'est moi, mon association et mon équipe. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, je pense que là aussi, le cadre logique, on disait qu'il fallait le faire au début dans l'écriture du projet, comme aussi les indicateurs, donc la définition des indicateurs. Prévoir des temps de capitalisation durant votre projet. Alors, c'est soit au fil de l'eau, où vous dites, voilà, on fait l'étape de renforcement de la capacité des agriculteurs, on va reprendre notre cas agriculteur, et de vous dire, voilà, 3 mois après, 3 mois après ce cycle de formation, on se rassemble tous, les formateurs, on se prend une journée, on travaille sur les indicateurs et on travaille aussi sur la capitalisation et de se dire, voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Si on devait refaire le même projet, qu'est-ce qu'on referait comme ça et qu'est-ce qu'on ne ferait pas comme ça. Voilà, donc soit la capitalisation, soit vous pouvez le faire durant le projet, ou soit aussi à la fin du projet, c'est ce qui est souvent fait d'ailleurs sur la capitalisation, mais c'est important. Donc, ça dépasse, ça c'est un aspect très intéressant à travailler en tout cas. Et bien sûr dans le but de reproduire les succès, la chaîne des résultats, elle peut être dupliquée. Et aussi à l'écriture du projet, si le bailleur, par exemple, dans les lignes directrices, cherche à développer une dynamique, une compétence ou des formations qui
sont financés pendant 1 an, mais qui peut-être probablement cherchent aussi quelque chose de durable, hein, parce que comme vous, quand vous financez, vous achetez une voiture, vous avez envie qu'elle vous dure longtemps. Donc, je pense qu'aussi, même si on a vu que la durée et la durabilité d'un projet est importante, démontrer aussi dans l'écriture des projets que même après la réalisation de ce projet, vous allez peut-être continuer à utiliser les bonnes pratiques, les choses qui ont fonctionné, utiliser les supports de formation que vous avez développés, ou voilà, tout ce qui peut être durable. Notez-le dans les propositions, c'est toujours très intéressant. En fait, ce qu'il faut garder, je crois aussi en optique, c'est bien sûr, malgré la durabilité, la temporalité, ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, de démontrer aux bailleurs de fonds que votre projet n'est pas un projet one shot, c'est-à-dire on fait ce travail avec ces agriculteurs et après on passe à autre chose, on va travailler avec, je sais pas, les enfants, voilà. Donc, montrer aussi une certaine logique d'intervention de votre association, une durabilité. Nous, on a notre domaine, c'est le renforcement des capacités et l'autonomisation économique des agriculteurs. C'est notre grande spécialité. Voilà, c'est montrer aussi dans la proposition que vous n'allez pas faire juste une formation pour faire une formation et qu'une fois que les agriculteurs sont formés, merci, au revoir, voilà, c'était super et on arrête là. Donc, démontrer ça. Voilà, et comme je disais, c'est la théorie du changement, c'est aussi un mindset, c'est vraiment un état d'esprit et qui permet aussi de fédérer et de garder cette boussole durant toute la durée du projet, parce que des fois, des projets, ils peuvent être longs dans la mise en œuvre, ils seront longs dans la mise en œuvre, mais du coup, voilà, se préparer avant et créer aussi autour de soi une bonne dynamique avec, comme je disais, un écosystème pluriacteur, c'est essentiel. Sinon, vous allez être vite bloqué. Si vous obtenez le financement, vous allez être vite bloqué dans la mise en œuvre derrière. Et si ce travail-là de dynamique de changement n'est pas fait, ou si vous n'avez pas pris le temps de le faire, l'après ne va pas être aisé, en tout cas ne va pas vous faciliter la mise en œuvre de votre projet si vous êtes accepté par le bailleur. Oui, Hamid. C'est pas dans le cadre du cours, mais j'ai l'impression que vous avez la gorge un peu sèche. Si vous pouvez prendre un verre d'eau, on peut continuer en fait. C'est juste une proposition. Non, ouais, merci Hamid, c'est gentil. Malheureusement, j'ai pas d'eau près de moi, mais du coup, c'est très, très sympa de votre part. Alors, je sais qu'hier, on avait des personnes du Niger, donc peut-être avant de conclure, on peut se rendre au Niger avec des belles images que j'ai trouvées sur Internet. Il y a mon collègue qui a travaillé avec moi qui m'a dit, mais ces images sont surréalistes. Je dis oui, effectivement, c'était des images. Voilà, c'est l'objectif qu'on aimerait tous avoir de l'eau à profusion, avoir de belles couleurs, avoir de la végétation partout. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et bon, je suis confus là-dessus, mais en tout cas, je trouvais que les images étaient très belles. Alors, je suis pas certain que ce soit super représentatif concrètement, mais voilà, on va se laisser voyager. Donc là, c'était un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable au milieu rural. Donc voilà, des personnes qui sont dans une situation qui n'ont pas d'accès à l'eau à proximité de leur habitation. Donc le projet, si on lit bien, amélioration de l'accès à l'eau potable, donc ça se situe au Niger, donc ça améliore l'accès à l'eau potable via des forages solaires et des formations, donc réduisant de 50% les maladies hydriques, hein, parce que quand on n'a pas d'eau, c'est ce qui développe des maladies, le choléra, etc. Et favorisant la scolarisation, parce que on le voit bien que du coup, s'il faut aller chercher de l'eau, souvent c'est les enfants et les mamans qui s'y collent, en s'appuyant sur une théorie du changement claire pour garantir son impact durable.
Donc la problématique là qui a été identifiée, c'est bien sûr pas d'accès à l'eau potable dans le village. Les activités, on va construire du coup un forage solaire. On va former la communauté à l'entretien de ce forage puisque quand on met un système solaire, ça induit enfin en tout cas mince, j'ai oublié j'ai perdu le mot. En tout cas, voilà, il faut entretenir ces panneaux solaires. Il y a des résultats qui sont concrets, hein, qui seront concrets et qui sont déjà bien annoncés. Donc, le but de ça, c'est que la distance pour l'eau réduite de 2 km à 500 mètres pour les villageois. Donc, ça, c'est déjà une masse à le faire, hein, c'est très bien. Et on a 60% des familles qui utilisent du savon. Donc, ça, c'était plus en lien avec les problématiques du coup d'hygiène et l'impact qu'on attend, qu'on souhaite avoir, voilà, c'est moins de maladies et plus voilà, de filles à l'école parce que les enfants peuvent aller à l'école et voilà. Et l'hypothèse qui reste à vérifier, ça c'est la mairie aidera à réparer le forage si besoin. Donc ça peut être une hypothèse aussi qu'il faudra le vérifier, hein, mais et la communauté collectera des fonds pour l'entretien. Bon, ça c'est plus des choses dans l'hypothétique, mais qui peuvent être quand même à creuser durant la mise en œuvre de ce projet. Donc ce qui est intéressant là, c'est la chaîne plutôt des résultats avec les niveaux d'activité et ce qu'on propose de faire finalement. Donc là, on propose le creusage en appui de 80 mètres avec pompe solaire. Et donc, bien sûr, ça donne dans l'idée de donner l'accès à l'eau. Il y aura des formations. Voilà. Et il y aura aussi des ateliers de sensibilisation, hein, séance de lavage de mains, donc change le comportement. Et ça, il y a donc un exemple clé. Sans forage, donc pas d'eau. Sans formation, bah, ça c'est la logique en fait. Donc sans forage, bah, il n'y a pas d'eau. Sans formation, le forage tombe en panne parce que voilà, l'entretien n'est pas fait. Sans atelier, nous ne sera pas utilisé sainement. Donc voilà, c'est aussi tout autour de ça une sensibilisation. Donc c'est ce que nous permet de voir pourquoi c'est important cette logique d'intervention, de théorie du changement et de logique d'intervention. Bon, je ne vais pas détailler tout le reste, quoi, mais parce qu'il est déjà 16h40. Et avant de passer à un dernier, pour aller plus loin, mais je crois qu'il manque quelque chose. Vu qu'on n'est pas nombreux, avant de passer à la conclusion, donc il y a aussi là dans ce qui est affiché. Donc moi, en construisant ce module, du coup, je me suis aussi basé sur des publications, hein, voilà, qui sont accessibles, que je peux peut-être mettre dans le chat d'ailleurs. Et vu que je suis en partage, mais en tout cas, je peux vous les partager. C'est des publications que vous trouvez en libre accès, hein, sur Internet, en français, mais aussi en anglais, en plusieurs langues. Donc le Project Management Tools, qui est un guide de l'Union européenne, il me semble. Non, avec le SIDA. C'est le deuxième qui est Europe Aid, donc c'est la Commission européenne avec la gestion du cycle du projet. Donc ça, c'est important c'est les bases, hein, mais de relire ces choses-là avant d'écrire des projets. C'est en plus en accès libre, donc voilà. Et la théorie du changement en dernier lieu, qui est plutôt pas mal aussi comme publication avec l'ORS Impact à lire si vous avez du temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on... Hamid? Oui, merci. La théorie du changement, en tout cas, moi, j'ai bien compris. Maintenant, la question, est-ce à partir de quel moment ou dans quelle partie exacte du projet on doit l'intégrer, en fait? En fait, c'est pas, il n'y a pas une, enfin,
c'est plus dans la dynamique avant de rédiger un projet. En fait, tout ce que je vous ai présenté là dans ce module, c'est avant de prendre sa plume, façon de parler, hein, avant de prendre son PC et prendre soit le Canva qui est proposé par le bailleur de fonds, ou soit aller directement sur le formulaire, se dire, allez, moi j'ai l'idée, je sais, ça va marcher, les jeunes ont besoin, etc. Non, 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 attention, c'est warning, warning. Posez-vous. Un projet, ça ne se construit pas tout seul. Posez-vous en équipe avec des partenaires, avec des autorités locales, des instituts de sondage. Faites voilà, comme une démarche un peu d'un chercheur. Vous allez faire de la recherche-action. C'est plus qu'un chercheur en sociologie ou voilà, en sciences sociales. C'est voilà, vous allez vous poser autour d'une table. Vous allez déjà bien lire ce qui est demandé par le bailleur. Comme on disait hier, de voir si on y va, si j'ai les capacités, mon association a les capacités d'aller sur cet appel à projet, en tout cas d'y répondre, si on a le temps, etc. Et ensuite, comme un chercheur, essayer de trouver de la donnée qualitative, quantitative, des entretiens, de la lecture, etc. Donc, je sais que, voilà, après, ça ne prend pas toute une semaine, hein, mais voilà, essayer de se poser, rencontrer les partenaires, les parties prenantes pertinentes pour répondre à cet appel à projet. Et aussi, voilà, et utiliser l'arbre à problème, utiliser des outils comme le cadre logique pour pouvoir déjà visualiser si notre notre proposition, elle tient la route, en fait, si c'est cohérent, logique, et si notre logique d'intervention, comme on a eu une intervention tout à l'heure d'une personne qui disait, voilà, en fait, notre logique, notre objectif global était trop pas réaliste et réalisable. Voilà, en fait, le cadre logique permet aussi ça, de se dire, ah ouais, finalement, voilà, c'est peut-être pas réaliste et réalisable en fonction du temps, comme on disait tout à l'heure, la temporalité, en fonction des coûts aussi que ça induit, hein, parce que si on doit faire des distances, des grandes distances, nord, est, ouest, c'est peut-être pas réalisable sur un temps imparti. Et un outil que je recommande aussi, qui est simple avant de faire des propositions déjà quantitatives, par exemple le nombre de jeunes et le nombre de formations. C'est avant de proposer aussi des cibles, et une fois que vous avez bien sûr fait le diagnostic partagé, c'est voilà, de calculer tout bêtement la subvention et je sais pas moi, de 10 000 $, combien ça représente si je mets, je sais pas, 20 bénéficiaires. C'est combien par bénéficiaire? Parce que c'est quelque chose qui aussi intéresse le bailleur de fonds, de se dire, bah, en fait, un bénéficiaire, bah, ça va coûter tant. Voilà. Donc ça, c'est aussi un ratio qui peut être aussi intéressant à prendre en compte. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on conclue? Ouais, Sana. Concrètement, Oui. d'après votre expérience, donc là, pour les points clés pour la maîtrise des outils clés, Ouais. donc vous avez parlé de cadre logique, arbre de problème, théorie du changement. Est-ce que ces outils-là, vous les utilisez concrètement, enfin, d'après votre expérience? Ouais, en fait, c'est pas que des outils, hein, mais c'est aussi la démarche. C'est une démarche, moi, que j'utilise de plus en plus, notamment sur le diagnostic local partagé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument réaliser, quoi. Enfin, par exemple, en interne, nous, à l'IECD Paris, là, il y a encore des personnes qui travaillent sans faire de diagnostic préalable avant la rédaction d'un projet. Moi, je trouve que c'est voilà, c'est pas sérieux, quoi. Enfin, franchement,
D'accord. Il faut voir ça. Mais après, voilà, en fait, là, ce que je vous ai présenté, l'arme à problème, etc., c'est plus des outils qui permettent de la réflexion, quoi. Et pareil, la théorie du changement, c'est d'avoir une matrice, hein, une mind map. Ça c'est un outil qui est gratuit, Hamid. En tout cas, vous pouvez aussi faire une carte mentale de votre projet en essayant voilà, de mettre des objectifs, les objectifs spécifiques, à côté des activités, faire des schémas, mettre des flèches. Enfin, voilà, moi, c'est plus des outils comme ça et des outils aussi maintenant qui sont collaboratifs, qui peuvent être gratuits comme Miro et d'autres. Mais voilà. Et la question conseil que je me dis, c'est que je vous dis, je vous partage, c'est bien. En fait, il y a beaucoup d'infos dans les lignes directrices de l'appel à projet. Allez voir aussi ce que finance ou ce qui a déjà été financé par le bailleur. Voilà, notamment au Maroc, je pense que peut-être des bailleurs de fonds, ils ont déjà financé d'autres projets au Maroc. Essayez de voir qu'est-ce qu'ils ont financé et peut-être vous entretenir avec l'association en question sur savoir un peu quelles étaient les exigences du bailleur. Voilà, il y a plein d'informations, que ce soit des bailleurs privés, il y a les fondations, elles affichent vraiment. Après, les bailleurs plutôt internationaux publics, allez voir. Bon, tu vois, c'est vrai que les stratégies de l'Union européenne où il y a 500 pages, bon, je vous conseille pas trop, quoi. Mais du coup, en tout cas, il y a des infos sur les sites internet qui vous permettent de vous aiguiller, du moins, dans la conception. D'accord. Voilà. Merci. Ok. Voilà, ouais. Je crois que vous avez une question dans le chat, monsieur, de la part de Madame Adrienne. Sa question. Ah oui, ok, j'avais vu qu'elle partait, mais j'avais pas vu sa question. Ma question, c'est quel sera le plus pratique entre ces deux conceptions? Euh, Bon, après, j'ai pas trop de détails dans la question. Donc, je peux pas y répondre, Adrienne. En tout cas, je peux pas y répondre, mais si vous pouvez préciser votre question, je veux bien. Ok. D'autres questions? Husseini ou Hamid? Bonsoir, merci beaucoup pour le renforcement des capacités. En fait, moi, je ne reviens pas sur les cours, tout est clair, ça va. Mais hier, je vous ai posé une question par rapport à l'accès à MOOC. Je n'ai toujours pas accès aux cours. Du coup, notre ami de Jadara, tu peux peut-être y répondre. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas la main là-dessus, mais du coup, Jadara, eux, ils peuvent intervenir. Je sais pas si tu es toujours là. Oui, oui. Ouais. J'ai envoyé un message dans le chat pour tous ceux qui rencontrent des difficultés. Vous pouvez nous contacter sur le mail qui est figuré. Merci. Ok, super. Du coup, celles et Je ceux qui vais, je ont... vais renvoyer le mail pour que vous puissiez voir. Ouais. Attends, je vais le retrouver aussi. Je vous en prie. Mais il y a un mail ouais, qui a été partagé, donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail. Ouais, effectivement, il y a un petit bug. Et the last question, je crois que c'était... ouais. Oui, en fait, moi j'ai également une question relative à la plateforme. J'ai accès, les modules sont là, mais la question que je pose en fait, est-ce obligatoire de suivre et en ligne et ici, ou est-ce qu'on peut juste suivre ici et après répondre au quiz là-bas? Comment ça fonctionne? Donc si on peut avoir une flash horaire pour pouvoir en réalité nous dire amplement sur la synchronisation entre les modules qui sont dispensés par les intervenants, par les consultants, et les modules qui sont sur la plateforme, parce que je vois qu'il y a également les taux de parcours, ça calcule. Comment ça marche pratiquement? En fait, ouais, je vais laisser aussi pareil, Molia, si tu peux répondre. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'obligation, hein. C'est plus pour vous.
Noalia, je ne sais pas si tu peux… Excusez-moi, vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît. Je résume, en fait, il disait que, il se demandait s'il y avait une obligation de suivre les modules de formation en ligne et de réaliser également tous les MOOC sur la plateforme ou est-ce qu'il n'y avait pas d'obligation nécessairement? Est-ce que c'était obligatoire ou pas? Tu as compris ou pas? Tu m'as entendu? Je m'excuse, Monsieur Ronan, si vous Oui. pouvez répéter ce que vous avez dit. La question, c'était est-ce que c'est obligatoire de suivre tous les modules de formation et également de répondre, de suivre le MOOC sur la plateforme? Est-ce que c'est une obligation pour les participants? Généralement, parmi les critères pour accéder aux prochaines étapes, de faire preuve d'engagement. Mhm. C'est pourquoi votre engagement va être parmi les critères pour accéder aux prochaines étapes, soit du cartographie ou de la participation au sommet. Ok. Donc, c'est pas vraiment, c'est Obligatoire, mais c'est on n'oblige conseillé. rien, mais selon chacun, effectivement. Voilà, Hamid, c'est conseillé. Mais en tout cas, voilà, au-delà de faire de la promotion pour la plateforme, allez sur, voilà, pour ceux qui peuvent y accéder, il y a des choses complémentaires et des outils que vous pouvez retrouver et des choses sur la plateforme, donc Je n'hésitez pas. m'excuse, cher Ronan. Ouais. Pour ceux qui demandent, qui ont des problèmes pour accéder à la plateforme, on a déjà envoyé l'identifiant de chaque ONG aux emails utilisés dans la candidature. Ok. Bon, Donc, si vous ne trouverez pas votre identifiant dans cet email ou le spam, n'hésitez pas de me contacter à mon email, plutôt à l'email de YesAfrica, yesafrica@jadara.foundation. super. Et merci infiniment et je m'excuse pour le dérangement. Non, il n'y a pas de souci. J'étais en train de conclure, donc. Enfin, moi, franchement, excusez-moi, moi, j'ai reçu le mail, juste Oui, l'identifiant, dis-moi. mais je n'arrive vraiment pas à me connecter. Je viens d'envoyer un mail et c'est qui s'affiche si je tente de me connecter. Je m'excuse, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je disais, j'ai reçu le mail, moi, plus Oui. l'identifiant, mais je n'arrive pas à me connecter. Quand je tente de me connecter, ça écrit un truc que le serveur n'a pas été quoi là. J'ai capturé l'écran, je vous ai envoyé. Donc, il y a un problème au niveau du site, un problème Oui, technique. ils disent erreur interne du serveur. Voilà ce que c'est ça. Ça marche, je comprends. S'il vous plaît, si vous permettez de faire un screenshot du problème et de l'envoyer par mail. Plutôt faire une description, c'est quoi le problème exactement, et un petit screenshot du problème exactement, et de l'envoyer par mail. Oui, j'ai fait le screenshot, je vous ai envoyé ça. Oui, effectivement. Merci infiniment pour qu'on puisse vous répondre. D'accord, merci aussi. Ouais. Ça marche. C'est la même chose pour les autres, et bon courage dans votre atelier. Merci infiniment. Merci, merci Mohamed. D'ailleurs, j'en profite pour cette fin déjà pour vous remercier d'avoir été assidu pour ce module. C'est pas voilà, en ligne, c'est pas des fois, je sais, forcément facile de suivre, surtout que j'ai eu des problèmes de connexion au début, mais en tout cas, je vous remercie. Alors peut-être avant de se quitter, de faire un screenshot, puisqu'on parlait de screenshot, une photo de groupe, s'il y a possibilité que vous puissiez mettre 2 secondes votre caméra en route et on se fait un petit coucou et on se dit, on se souhaite une bonne soirée, juste histoire d'immortaliser tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être qu'il y a moyen, bon, après. Monsieur, excusez-moi, vous avez demandé à ce que Madame Adrienne explique plus humblement sa question. Je crois bien qu'elle a expliqué dans le chat de manière explicite. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu ou pas. Je vais regarder. Elle dit, si je comprends bien, on peut concevoir un projet en travaillant sur la cadre logique ou par la théorie de changement, n'est-ce pas? Exactement. OK. Ouais, c'est ça.
Ok, je crois bien qu'elle a compris. Ok. Hop. Je fais juste la capture d'écran et c'est bon. Mince, j'arrive pas. Hop. Alors, attendez 2 secondes, j'ai un problème de technique, mais c'est bon. C'est bon, je vous ai dans la boîte. Merci à tous, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à Merci. vous et bonne soirée. Merci. À la Au revoir. prochaine. Merci. Ok, je vous propose. Merci, bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Rona. Merci, bonne soirée également à vous. Merci. Vicky. Ah, bah, vous avez dit de quelle heure? De toute façon, ça s'oublie. On a peut-être. Mais on va